Bonjour Nathan Ambrosioni, on est trop content de t'avoir aujourd'hui. C'est la 48e édition du Poitiers Film Festival. Est-ce que c'est ta première fois au Poitiers Film ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Et c'est la première fois à Poitiers même, c'est la première fois ever ici. Donc je suis trop heureux d'être là et j'ai hâte de montrer le film au festival. Et je suis sûre que le festival et les festivaliers vont être hyper conquis par ce film. Est-ce que tu as eu le temps de visiter Poitiers un peu ? Bah non, on vient d'arriver. J'ai eu le temps de visiter ma chambre d'hôtel et de venir ici. De faire quelques rues et de Mais venir. ça a l'air beau et apparemment c'est une ville très vieille en fait. C'est une ville historique, c'est hyper beau. Oui, c'est carrément. ça, Ouais. 12e, 13e siècle, il m'a dit. Et est-ce que tu restes un peu ou non ? Non, je repars demain. Parce que tous les jours des avant-premières. C'est ça, exactement. Demain, je vais à Saint-Nazaire, ce qui n'est pas très pratique avec Poitiers. Donc, on fait beaucoup de routes, mais je suis content d'être là. Même si c'est éphémère, c'est symbolique de venir pour la première fois à Poitiers. Alors Nathan, tu as un peu un parcours de malade puisque tu es encore hyper jeune. Tu as déjà sorti 3 longs métrages. Franchement, bravo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, incroyable, vraiment trop chouette. Tu en es à ton troisième long métrage. Est-ce que tu peux déjà nous dire si le petit Nathan, qu'est-ce que le petit Nathan se dit là au bout du 3e long métrage ? Bah, il est toujours là, le petit Nathan, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de films à faire, j'espère. Mais je pense que, en tout cas, si on s'adresse à encore plus petit Nathan, il est très heureux. Et j'adore le cinéma, ça fait longtemps que j'aime énormément regarder des films et que je fais des films en fait, parce que j'ai commencé avec mes potes quand j'avais 12 ans de façon complètement amateur. Donc c'est une belle continuité et je suis heureux qu'on me laisse faire des films. Et tu as même dit il y a quelques jours sur Quotidien que tu étais hyper contente de faire du cinéma et que tu avais de la chance de faire du cinéma. Ouais. Pourquoi tu as dit ça ? Parce que c'est un privilège, c'est une vraie chance. Enfin, franchement, c'est un métier passion déjà. Et oui, on est vraiment privilégié. C'est pas forcément un privilège, je parle pas financièrement, parce que c'est pas. Enfin, en tout cas, en tant que réalisateur, il y a des acteurs et actrices qui sont mieux payés, mais c'est pas un privilège financier, mais c'est un privilège de faire un métier qui est quelque chose. Moi, j'adore faire des films. Je me sens pas au travail quand je suis en train de faire des films. Et puis voilà, il y a des métiers qui sont bien plus durs que réaliser des films, quand même. Même si c'est 3 ans de travail, c'est long de porter un projet, mais déjà, je pense que physiquement, c'est un métier qui nous traite plutôt bien. Voilà, j'ai de la chance. Et toi, tu as commencé directement à 18 ans, tu as sorti ton premier long métrage. Quelques années après, ton deuxième, puis là, Les enfants vont bien, qu'on voit justement en avant-première ce soir et qui tourne un peu partout en ce moment. Toi, tu connaissais pas trop l'existence des courts-métrages et donc tu t'es lancé un peu tout de suite dans le long, quoi. Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé à me passionner pour le cinéma quand j'avais 12 ans, c'est avec des films de genre et c'était des longs métrages. Et j'avais pas du tout une culture cinématographique, mes parents sont pas du tout de cette industrie. Je viens du sud de la France, à Péménade, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas la culture cinéphile qui m'emmenait voir des courts-métrages en festival. J'avais pas du tout accès à ça, donc en fait les seuls modèles que j'avais c'était des longs-métrages, donc pour moi il fallait faire des longs-métrages, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et cet amour, si c'est pas ta famille qui te l'a transmis, ça vient d'où cet amour pour le cinéma ? Bah ça vient de tout seul en fait, c'est mes potes qui m'ont un peu forcé à regarder un film d'horreur comme rite d'initiation de est-ce que t'es un grand ou pas. Ça m'a terrifié et c'est là que ça a commencé à m'obséder, et tout seul, tous les soirs je regardais un film d'horreur chez moi et j'essayais de comprendre, j'essayais d'apprendre. Je regardais des tutoriels YouTube, je suis la génération d'Internet, donc j'avais un accès, même si j'étais pas parisien, j'avais accès à ce monde-là d'une certaine façon. Mais j'ai quand même fait des courts-métrages. Hein. Avant de faire les drapeaux de papier, j'ai fait des films autoproduits avec mes potes qui étaient des longs et des courts-métrages. Oui, et qui ont d'ailleurs gagné quelques prix, je crois. Hein. Enfin, oui, mais c'était des films amateurs, donc c'était dans des festivals qui accueillaient aussi des autoproductions, et je me sens très chanceux parce que j'ai pu aller un peu partout dans le monde présenter mes films d'horreur, et c'est une communauté très particulière, la communauté du cinéma de genre, elle est très joyeuse, elle est très inclusive, et je me sentais accueilli et jamais jugé alors que j'avais 14 ans, quoi. Donc c'était bien, c'était une bonne façon de se former à faire des films. Et là, tu as dit un truc intéressant, c'est que quand on n'est pas à Paris, on peut quand même faire du cinéma ? Ouais, je pense. Franchement, je pense que... Oui, en plus, on est à Poitiers, donc c'est bien de s'adresser, de le dire. Voilà, moi, j'avais pas du tout de famille dans le cinéma, je viens pas de ce monde-là, et on m'y a quand même fait une place. Je pense que c'est quand même... Effectivement, on peut pas se mentir, c'est un milieu qui est parisien, il y a beaucoup d'entre-soi. Et de népotisme, que ce soit bien ou mauvais, j'ai pas de jugement là-dessus, là, c'est un fait. Juste, il y a une place. On peut percer cette bulle d'une certaine façon. Je pense que le cinéma a envie de laisser
l'espace à des gens qui ne sont pas parisiens de raconter des histoires. On l'a vu avec Louise Courvoisier qui a fait 20 Dieux l'année dernière, elle vient pas de Paris et le film a été un énorme succès. Carrément. Et même si elle est passée par une école parisienne, elle a quand même pas grandi dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a une place. Et c'est pas le seul exemple, le réalisateur de Chien de la Casse et tout ça. Enfin, il y a plein d'exemples de films ruraux réalisés par des réalisateurs de campagne comme moi. Bien qu'il y a Paris et pas que la campagne, mais en tout cas... Non, je pense que c'est possible. Et puis aux jeunes générations, aux jeunes cinéastes, ici à Poitiers, justement sur le Poitiers Film, on défend les jeunes réalisateurs, on met la lumière sur les jeunes réalisateurs. C'est important aussi de leur laisser une place à ces jeunes réalisateurs comme toi. Ouais, on m'a dit que c'était les films d'école à la base, le festival, et je trouve ça génial. Moi, j'aurais adoré faire une école de cinéma, et je suis toujours fasciné par les films d'école. Il y a une liberté, il y a quelque chose de très fort, de très innocent, inconscient, mais dans le meilleur sens du terme. Et je trouve ça très important qu'il y ait des espaces d'expression et de visibilité pour ces films-là. Donc je suis honoré d'être là. Et c'est aussi la preuve qu'on n'est pas obligé de passer par une école de cinéma et que cette légitimité, on l'a pas forcément en passant par une école de cinéma en fait, en étant réalisateur. Je pense que tout parcours est légitime effectivement et que chacun son chemin. Moi, ça a été faire des films et ça a été le terrain et ça a été apprendre en faisant. Et c'est très empirique comme façon de faire, mais je pense qu'on apprend tout le temps dans une école, on apprend juste différemment, mais la finalité est la même, c'est on fait des films. Exactement. Carrément, on les fabrique. On les fabrique. Donc on l'a dit, ton premier long métrage, c'était donc Les Drapeaux de papier, c'était en 2018, t'avais 18 ans il me semble, exactement. C'est ça Ouais, c'est ça. En fait, c'est hyper vite devenu un métier pour toi, c'est-à-dire que t'étais déjà jeune, tu faisais des courts-métrages, des films avec tes potes, et puis très vite, le premier long-métrage est venu. Comment on arrive comme ça à 18 ans à être réalisateur ? J'ai envoyé mon scénario par mail à des boîtes de prod parisiennes, ainsi que les courts-métrages et les longs-métrages d'horreur que j'avais fait. Et je me suis pris beaucoup de vent, mais j'ai eu la chance qu'il y ait une production qui accepte de lire mon film et qui a aimé et qui a accepté de le produire. Et c'est ça qui m'a permis de le réaliser. C'était un film avec très peu de moyens, beaucoup plus que ce que j'avais quand je faisais mes films dans le sud de la France, mais quand même pour l'industrie en tout cas c'était un tout petit film, c'était 500 000 € de budget, ce qui paraît énorme dit comme ça, mais c'est vraiment rien pour faire un film. Mais c'était très joyeux comme expérience, j'ai adoré réaliser Les Drapeaux de papier, j'ai rencontré des gens qui m'accompagnent toujours aujourd'hui. Mon ingénieur du son Laurent Benaïm, il a fait tous mes films, Guillaume Gouix il est dans tous mes films et plein d'autres, et je pense que ça a été très formateur. Et puis le deuxième film, c'était cette fois-ci en 2023, c'était Tony en famille, où on retrouve aussi Camille Cotin. Ouais. Et à chaque fois, en fait, ça traite de la famille. Dans le premier, ça traite d'un frère qui retrouve sa sœur après des années passées en prison. Le deuxième, c'est une mère avec ses 5 enfants dont elle s'occupe et elle a envie de reprendre ses études. Et là, dans Les enfants vont bien, de nouveau Camille Cotin qui va devoir s'occuper de 2 enfants et c'était pas prévu, elle, dans son histoire. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la famille ? Pourquoi ? Alors, on sait que c'est un sujet de société qui, en fait, nous inspire tous les jours. On vit tous avec la famille autour de nous. Qu'est-ce que tu trouves intéressant artistiquement à aller chercher dans la famille ? Comme tu le dis, on a tous une famille, donc c'est vrai que c'est assez évident pour moi. Et même quand on n'en a pas, c'est justement le sujet aussi. Je pense que la famille a une place très centrale dans notre société et elle est assez... impérative et on se permet peu de la remettre en question, alors que je trouve que c'est parfois pas l'endroit le plus vertueux pour des individus, et sous prétexte du lien du sang, ça devrait être plus fort que tout, et c'est pas une question de trouver, enfin de contredire cette information, c'est juste l'interroger. J'essaie de comprendre pourquoi les liens du sang seraient vraiment plus forts que tout. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et je crois que c'est une façon d'accepter beaucoup de souffrances qu'on devrait peut-être pas s'infliger. Donc je sais pas. En tout cas, ça me questionne, et c'est vrai que, indépendamment de ça, c'est un endroit qui est très cinématographique, c'est un endroit du lien, c'est quelque chose qui préexiste au personnage aussi. Et ça, c'est intéressant quand on écrit un film, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi les personnages sont liés, puisqu'il y a ce lien du sang. Et ça permet aussi d'avoir des personnages qui ne se ressemblent pas, mais qui vivent sous la contrainte. En tout cas, Tony, c'était ça. C'est
c'est pour ça que je voulais ces 5 adolescents, ils n'ont pas le choix d'être ensemble et pourtant ils sont tous très différents. Et c'est ça qui crée des situations comiques dans Tony en famille ou plus dramatiques dans Les enfants vont bien. Mais je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est une fourmilière, un écosystème fragile et que je me ravis d'observer. Et tu penses que dans des prochains films, la famille va être encore au centre de tout travail ? Ouais, je pense. En tout cas, j'en ai pas fini. La famille, la maternité aussi. Je pense que dans le prochain film, c'est de ça qu'il s'agira aussi. Je sais pas encore exactement où ça va aller, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et là, tu parlais justement de genre tout à l'heure. Tu disais, Tony, il y a des moments plutôt drôles. Là, sur Les enfants vont bien, c'est plutôt dramatique. T'aimes bien jouer aussi un peu avec les genres ? Ouais, c'est vrai que je viens du film de genre, du film d'horreur, ce qui est très différent des enfants vont bien, qui est très différent des drapeaux de papier. Tony est très différent. Et je pense qu'on peut quand même trouver l'affiliation entre les drapeaux, Tony et Les enfants vont bien. Ça, c'est plus évident. Mais quand même, c'est des films qui, en tout cas, c'est pas forcément des genres différents, mais c'est des registres différents parce que je pense que Tony a une légèreté dans le propos, dans le ton. C'est comme un bonbon, je le pensais comme ça, le film. Alors que Les enfants, c'est comme un câlin, ce que je trouve très différent. C'est une nuance, tu vois, c'est un film qui est dramatique, mais que je voulais réconfortant. En tout cas, qui essaie de panser des plaies. Comme un réconfort ouaté et très doux, alors que Tony, c'était plutôt une bulle, quoi, une respiration. Alors à la fois dans Tony en famille et dans Les enfants vont bien, on a Camille Cottin qui est là dans ces 2 films. À chaque fois, elle a une place de femme forte, de figure maternelle qui est là. Qu'est-ce que t'aimes dans le jeu de Camille Cottin et qui te donne envie de la mettre à cette place-là ? Tout, j'adore Camille, c'est une actrice que j'aime énormément, elle est prodigieuse, elle est très intéressante à filmer, c'est une amie d'une générosité sans compter, je me sens très bien à ses côtés, elle m'écoute beaucoup, elle me fait confiance et je crois que c'est tellement important, une actrice qui fait confiance, qui se permet un certain lâcher-prise avec moi. J'ai l'impression que Camille, elle est complètement elle-même et que je peux accéder à une part d'elle que peut-être on n'a pas encore totalement vue. En tout cas, avec Tony en famille, ça lui ressemblait plus parce que je la connaissais pas, mais maintenant qu'on se connaît, on est allé à un endroit avec Les enfants vont bien où elle était jamais allée et je suis trop fier de l'avoir amenée là et je la trouve extraordinaire dans le film. Je suis vraiment très reconnaissant de ce qu'elle a donné au film. Et puis elle a l'air d'être intéressée aussi par le sujet de la famille. Oui, et ça résonne beaucoup. En tout cas, Tony en famille, elle avait 4 frères et sœurs et une mère qui a repris ses études, ce qui est quand même vraiment le sujet du film. Et là, je vais pas parler pour elle parce que c'est son intimité, mais elle en parle quand même un peu. Elle traversait quelque chose qui pouvait s'apparenter un peu au sujet du film. Pas une disparition volontaire et pas tout ça, mais en tout cas, elle traversait un moment de deuil. C'était étrange parce qu'en même temps, ça l'a aidée, en même temps, ça l'a bouleversée, en même temps, tu vois, et tout s'entrechoquait pour elle. Mais elle a été exemplaire et elle a toujours été là pour le film et justement je pense que ça a été un peu thérapeutique comme j'espère visionner le film si on a été confronté à ça. Les enfants vont bien, ça raconte en fait Jeanne qui va donc se voir en fait confier les enfants de sa sœur, donc finalement c'est un peu une parentalité imposée pour Jeanne, et dans le rôle de la mère qui laisse ses enfants, c'est Juliette Armanet. Comment t'as fait la rencontre de Juliette Armanet ? C'est Camille qui m'a fait rencontrer Juliette et qui m'a amené à son dernier Olympia et c'était formidable, c'était littéralement une étincelle sur scène et je savais qu'elle avait vu Tony en famille, qu'elle avait beaucoup aimé, donc elle m'a fait un clin d'œil à un moment dans la salle et je me suis dit ouais, c'est incroyable cette collection et on allait la voir en loge avec Camille, elles se sont pris dans les bras et leur sororité, leur complicité et leur ressemblance physique m'a vraiment frappé et je leur ai fait la blague, je leur ai dit il faut que je joue les sœurs au cinéma et en fait c'était pas une blague dans ma tête parce que j'étais en train d'écrire le film et voilà, en fait ça m'a suffi, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de filmer, c'est ça qui est important. Et même si j'avais pas vu Juliette jouer, je l'avais vu dans un court-métrage où elle était super, le court-métrage de Partir un jour, oui. Mais on pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais je savais que ce serait le bon choix et qu'elle serait la bonne personne pour incarner Suzanne. Et j'aimais l'idée que, pareil, elle préexiste pour le spectateur, que ceux qui la connaissent, ils puissent projeter quelque chose, une nouvelle couche au personnage, parce qu'ils l'ont vu à la télé, sur scène, ils l'ont écouté, ils connaissent, sa voix nous est familière, et ça aide un peu à
adoucir le mystère qu'elle représente dans le film, parce qu'elle est assez mystérieuse dans le film, et je voulais pas non plus qu'elle soit intouchable. Et je pense que ceux qui la connaissent peut-être ont un accès différent au personnage que ceux qui ne la connaissent pas. On parle de Juliette Armanet, t'as dit le mot voix, et moi je trouve aussi que quand Juliette Armanet est dans les films, elle apporte aussi tout simplement sa voix, c'est-à-dire que là à un moment elle chante, et ça adoucit aussi quelque chose. Est-ce que t'avais écrit cette chanson? Est-ce qu'elle l'a proposée? Non, oui, c'est vrai que c'était écrit et ça tombait bien que ce soit Juliette. Je sais plus si c'est parce que je savais que ça allait être Juliette que j'ai écrit. Mais non, il me semble que cette scène préexistait à Juliette et j'étais trop content. En fait, cette scène raconte un souvenir commun d'enfance et au lieu de se le dire, j'aimais bien qu'elle le chante et que ça passe par autre chose que les mots. Et on a eu un concert privé du coup de Juliette, c'était formidable. Wow. Et pour Camille, c'était très intimidant alors que Camille chante quand même vraiment bien parce que c'est dur d'être face à Juliette. Et je me souviens qu'elle était terrifiée et qu'elle venait me voir en me disant je vais jamais arriver de chanter face à Juliette, faut que je m'harmonise. Juliette était en mode je vais faire la tonalité de do. Okay. Et Juliette venait me voir pour me dire je suis trop stressée de cette scène, Camille elle joue trop bien. Donc c'était très beau en fait, les deux étaient stressés pour l'une était face à une actrice et l'autre était face à une chanteuse et les deux s'admiraient l'une et l'autre et c'était trop beau de les voir. C'est génial d'avoir un peu les off des moments parce que c'est ça aussi un tournage, il se passe plein de trucs en dehors. Il se passe beaucoup de choses qu'on voit pas à l'image. Et j'entendais dans une autre interview où pour les enfants, on va en parler tout à l'heure mais ça doit pas être facile et justement Camille disait les enfants faisaient que de dire on s'est bien marré sur le tournage alors que le film n'est pas de rôle en soi. Non, on s'est beaucoup amusé parce que moi je voulais pas entretenir un flou entre fiction et réalité. Ça m'intéressait pas du tout et je pense que il mérite pas ça. C'est une petite fille de 6 ans, Nina, qui incarne Margot. Manoa, il a 11 ans, mais il est quand même très jeune et j'ai pas du tout envie d'être responsable d'un trauma d'enfance dont ils vont se souvenir quand ils seront grands où ils vont se dire mais quelle horreur. C'est un film qui est dur et ça m'intéressait pas qu'on aille dans la dureté et dans la souffrance pour le travailler. Au contraire, je me disais, on va prendre le contrepoint et ça va être très joyeux et on va beaucoup s'amuser. Des fois, c'était dur parce qu'ils rigolaient beaucoup, donc il fallait trouver le moment. Mais tu vois, dans le film, au final, je pense que leur joie a contribué à ce qu'ils aient envie de nous donner. Je pense qu'ils se disaient, on se sent bien avec eux, donc on va leur donner quelque chose. Et je parle, eux, c'est nous, l'équipe technique. Je pense qu'on travaille mieux dans la joie que dans la souffrance. Tellement. J'ai bien aimé quand tu as dit ça aussi dans l'interview sur Quotidien où tu voulais justement qu'il n'y ait pas ce flou et que tu n'allais pas chercher des larmes, tu n'allais pas leur faire croire des choses et essayer de leur faire sortir un truc qui serait traumatisant pour eux. Est-ce que parfois il y a des cellules psychologiques pour les enfants si l'histoire est trop difficile? Non, il n'y en a pas, ce serait intéressant, mais normalement même il y a une inspection pour les enfants parce que c'est 3 heures de tournage par jour, c'est très réglementé et heureusement, mais en fait beaucoup de tournages ne le respectent pas et même, nous on l'a respecté, mais par exemple pour te dire, nous on a 42 jours de tournage avec des enfants, donc c'est quand même énorme, c'est 2 mois et demi, c'est rare un film qui a autant des enfants, ça s'appelle Les enfants vont bien et l'inspection n'est jamais venue inspecter notre film et vérifier qu'on est donc nous on se mettait les règles nous-mêmes parce que c'était important pour nous de respecter le droit de ces enfants, mais il y a vraiment le frère de Nina par exemple a fait un film où il tournait 9 heures par jour au lieu de 3 mais personne venait vérifier, donc en fait c'est très facile et c'est horrible et je le dis pas comme si c'était une bonne chose, c'est horrible, c'est facile d'exploiter des enfants au cinéma et c'est terrifiant parce qu'il y a beaucoup de films qui sont faits avec des enfants, donc j'espère que ça va changer et nous on était déçus de pas avoir de visite pour leur montrer qu'on faisait bien les choses et surtout pour se dire que personne ne prend soin de ces enfants. Après, si, il y a une accompagnatrice sur le tournage qui était Manon et qui fait en sorte que eux, on les traite le mieux possible. Mais parfois, cette accompagnatrice sur certains tournages est complice de la production. Donc elle s'en fiche de comment c'est traité les enfants. Au contraire, c'est comment on les fait travailler. Ouais. Bref, bon, ça devient politique, mais en tout cas, je crois qu'il faut quand même repenser l'accompagnement des enfants au cinéma. Ce serait important d'y vraiment y songer, quoi. Parce que c'est beaucoup de blabla pour vraiment peu d'action, quoi. Donc on a Gaspard qui est interprété par Manoa Varva, ça se dit bien comme ça, et Margot qui est interprétée par Nina Birman. Birman. Oui, Birman. Tout le monde fait le même moi. Donc ok, bon ça va alors. Moi franchement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais vraiment subjuguée par leur jeu. Enfin, ils sont hyper jeunes et ils jouent hyper bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau que tu as réussi à écrire et qu'on voit dans le film, c'est leur complicité. C'était important aussi pour toi que cette relation frère-sœur ressorte. Ouais, je voulais que le film se place à leur hauteur. Ça, c'était important pour moi qu'on soit dans leur regard, qu'on les respecte, qu'on leur laisse l'espace de s'exprimer, que le film ce soit pas les enfants d'eux, qu'ils soient pas simplement utilitaires à l'histoire ou prétexte, mais que ce soit leur histoire et que le film parle d'eux. Et c'est pour ça que d'ailleurs
le titre Les enfants vont bien, je voulais un peu les remettre au centre du récit. Et leur dynamique, elle était hyper importante. Ça raconte plein de choses, la fraternité, la sororité. Et ça se niche dans des détails. Mais Gaspard, je le trouve très exemplaire face à ce drame avec sa sœur. Et j'avais besoin de cette protection, justement, comme soin pour le film, pour le spectateur, pour pas que ce soit trop dur. Et je pense que le film, il va vraiment vers la lumière aussi grâce à Margot et sa vitalité, mais aussi grâce aux soins que Gaspard prend pour sa petite sœur. Et même, il me touche énormément quand il veut pas justement réveiller sa sœur parce qu'il a fait pipi au lit, et son orgueil de petit garçon. De grand frère, ouais, qui a envie de garder une certaine dignité face au drame qu'il traverse. Moi, ça me touche les enfants qui se comportent un peu comme qui essaient de se comporter un peu comme des adultes. Je trouve ça très mignon. Et j'avais envie que dans le film, on puisse s'attendrir de petites choses comme ça. Tu viens de dire un truc hyper intéressant que j'avais envie d'évoquer. Alors peut-être je me suis trompée. J'ai fait une analyse propre à moi. Peut-être vas-y. T'as parlé de hauteur d'enfant. Moi je trouve que ce film c'est aussi en effet à la hauteur d'enfant, dans le sens où moi j'ai vu une espèce de leitmotiv qu'on voyait à plusieurs reprises. C'est cette façon un peu qu'ont les enfants d'écouter aux portes, et où la caméra est en extérieur et on entend un peu des bribes. Est-ce que du coup ce processus c'était volontaire ? Bien sûr. Je me suis pas trompée. Et c'est vrai que ça c'est vraiment, je trouve, des sensations d'enfant, c'est d'avoir l'impression d'entendre les adultes qui parlent de nous et de se sentir concernés par des conversations qui ne nous concernent pas forcément, et de déformer ses propos et de se les approprier. C'est vraiment, dans le film, je voulais que Gaspard tente de comprendre désespérément, mais on ne lui laisse pas la place pour comprendre, donc il se la fait lui-même et il se blesse en essayant de comprendre ce qu'on ne lui laisse pas faire. Et je voulais qu'on soit dans la sensation et qu'on soit toujours de leur côté quand ces situations arrivent. Parce que le film, il a quand même une dualité de point de vue. Il y a Jeanne, c'est autant à hauteur d'adulte qu'à hauteur d'enfant. Et je voulais qu'on respecte les trois personnages, mais c'est vrai que quand on est avec Gaspard qui écoute, il fallait qu'on soit dans sa perception et pas une image de lui et bien entendre ce qu'on entend, mais comment ses oreilles perçoivent ce qui lui arrive. Et j'ai adoré, on le voit à plusieurs reprises, et il y a vraiment ce truc-là hyper spécifique d'enfant qui écoute aux portes, quoi, et qu'entend ça dépend, ça dépend de ton son aussi, parce qu'il y a vraiment des salles où du coup on n'entend rien quand le son n'est pas bon, et il y a des salles où quand c'est bien mixé, on entend ce qu'il faut entendre et c'est chouette. Un mot sur 4. Aussi, tu le disais, il y a le respect, à la fois le respect des enfants, le respect de Jeanne, mais il y a aussi le respect de la mère. Donc évidemment ça parle d'abandon, qu'on se le dise, mais en même temps je trouve qu'on ressent pas de jugement. En fait il n'y a pas de jugement, et moi il y a une scène en particulier qui m'a fait pleurer. C'est ce moment où il y a la juge qui dit parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour, et en fait je trouve que rien que cette phrase, il y a un peu comme si on pardonnait cette mère qui abandonne ses enfants, en fait. Et c'est ça la nuance, c'est qu'elle les confie, elle les abandonne pas. Et je pense que justement, j'espère qu'au début du film, on le prend comme un abandon. Et au fur et à mesure que le film avance, on change notre perception sur le geste de Suzanne. En tout cas, c'est vraiment ce que je voulais avec le film, c'est qu'on parle d'un acte qui est moralement très ambigu, et j'en ai conscience, pour le spectateur, c'est pas facile d'appréhender une femme qui laisse ses enfants, surtout dans notre société et avec toutes les injonctions que les mères subissent. Mais le film essaye d'interroger notre regard aussi, et peut-être de nous déplacer en tant que spectateur, de se dire c'est pas aussi évident que ça, et c'est pas peut-être exactement ce qu'on pensait, et effectivement peut-être qu'elle a fait ça par amour, mais en même temps c'est pas une réponse définitive que donne le film, c'est une interrogation que le film soulève. Et pour moi, Suzanne, elle confie ses enfants, et c'est ça. Mais même dès le début, le policier, il lui dit, elle les a pas abandonnés, elle vous les a confiés, c'est écrit noir sur blanc. C'est avec cette lettre, elle vous confie ses enfants, elle les a pas laissés en train de mourir chez elle dans un coin de chambre. Elle les a déplacés, elle les a transportés jusqu'à vous parce qu'elle vous pense responsable. Et Jeanne est responsable. Jeanne a la capacité économique, financière d'accueillir ses enfants, l'espace en tout cas, pour les éduquer. C'est vrai que oui, c'est un geste qui est moralement très ambigu, et peut-être que tout ça n'a aucun sens quand on n'a pas vu le film, ce que je dis. Mais je pense que toi qui as vu le film, je pense que c'est plus facile de l'entendre. Oui, complètement. Et justement, là, tu parlais de ce policier qui lui donne carrément le code pénal. En fait, il lui donne un article du code pénal. Et moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est ta part de recherche, parce que je trouve qu'il y a un aspect juridique aussi dans ton film. C'est évidemment pas prédominant, mais ça fait partie du film. Et en fait, je trouve ça intéressant. Elle est où, en fait, la place de la recherche sur cet aspect un peu juridique ? Elle est très grande quand même, parce qu'il y a eu 2 mois de documentation avec des policiers, des juges de l'affaire familiale, des psychologues pour enfants, des assistants sociaux,
tous ces corps de métier que j'ai rencontrés, avec qui j'ai beaucoup discuté et qui ont énormément apporté à la structure narrative du film. Parce que chaque scène administrative déjà a été écrite avec eux. Ça, c'était important pour moi et c'est vraiment le résultat presque de... En fait, c'est pas eux qui ont écrit ces scènes, mais c'est vraiment moi qui les jouais avec eux et qui chopais tout leur vocabulaire déjà et surtout tout ce contexte juridique et administratif. Vraiment, c'est de ces discussions qu'est né tellement de profils psychologiques des personnages secondaires ou même de nos personnages principaux. Justement, quand j'ai parlé avec la psychologue pour enfants et qu'elle m'a expliqué la différence entre une petite fille de 6 ans. Là, peut-être dit comme ça aussi, ça paraît évident, mais en fait, ça l'est pas pour un adulte de savoir que une petite fille de 6 ans, elle est dans un présent qui est tellement différent qu'un petit garçon de 9 ans, qu'ils n'ont pas du tout la même temporalité parce que c'est deux âges complètement distincts. C'est à partir de 10 ans qu'on commence à entendre les enfants dans les audiences aux affaires familiales parce qu'on estime que c'est à partir de cet âge-là qu'ils sont capables de savoir ce qui est bon pour eux. Et Gaspard va fêter ses 10 ans trop tard dans le film, mais en tout cas, voilà, ils sont pas du tout à la même étape de leur vie et ça, c'est vraiment avec des longues discussions avec des psychologues que j'ai pu comprendre et délier tellement de choses. Donc vraiment, le film est très documenté sur ce point-là. Après, c'est pas un cinéma réaliste non plus ou social. C'est un film sociétal peut-être parce qu'il y a un sujet, des disparitions volontaires, mais c'est vraiment sur ce qui reste et c'est sur comment on fait famille. Et j'espère, je voulais vraiment qu'il se place du côté du cinéma et de la fiction et voilà, c'est pas un cinéma documentaire quoi. Oui, en même temps tu voulais pas dire n'importe quoi quand et en même temps c'est ça. C'est pas un cinéma documentaire mais documenté. Justement moi en même temps dans cet aspect un peu juridique, je me suis demandé s'il y avait aussi une envie parfois de montrer un peu l'absurdité, c'est-à-dire que la plupart du temps en fait on parle de vraies personnes qui vivent des choses et en fait cette espèce de distance administrative elle fait que je trouve qu'il y a une espèce d'absurdité. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu avais envie de décrire et de montrer ? Mais je voulais pas m'en moquer, mais c'est vrai que eux-mêmes le reconnaissaient quand je parlais avec eux et qu'ils me disaient non, on peut pas l'aider. Et en même temps, si elle fait pas les démarches pour l'autorité parentale, personne va les faire à sa place. Donc je te dis oui, mais là, elles sont en train de vivre un drame. Oui, mais il faut qu'elles le fassent quand même. Ou alors, on peut pas inscrire les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas leur mère, il y a pas le représentant de cette autorité parentale. Et en même temps, l'école est obligatoire. Donc en fait, on va quand même inscrire les enfants, mais de façon provisoire. Tout était un peu étrange et ils se contredisaient au début de mes recherches. Tout le monde se contredisait. Vraiment, j'appelais des assistants sociaux, ils me disaient ils vont être placés en foyer immédiatement. J'appelais un gendarme, il me disait bah non, en fait, on va pas. C'est si moi j'appelle mon référent qui vont peut-être être placés en foyer, mais c'est sous décision de la sœur parce qu'en fait, tout le monde se contredisait parce que personne ne comprend exactement ce que c'est les disparitions volontaires et c'est 15 000 personnes par an. Mais du coup, c'est pas non plus énorme. Pas tout le monde est confronté à ça. Il a fallu que je trouve un policier qui lui avait déjà vécu tout ça et tout s'est éclairci et après tout le monde a suivi. La juge des affaires familiales, pareil, c'était hyper précis. La psychologue pour enfants, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu plein d'interlocuteurs et c'est pas qu'ils étaient idiots ou qu'ils savaient pas, c'est vraiment qu'ils avaient jamais eu affaire à ça. Ouais, c'est ça, ils essayaient de composer avec leur savoir très théorique mais pas pratique. Et c'était très touchant parce que ça m'a quand même énormément aidé tout ça. Même ceux qui se trompaient, c'est même pas vraiment se tromper, c'est ceux qui essayaient de comprendre. Ça m'aidait de les sentir faire des démarches avec moi. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a plein de moments où il y a des répliques qui disent sur ces personnes-là, que ce soit des assistants, que ce soit des juristes, la juge, ils disent souvent on n'a pas l'habitude. Enfin, il y a un truc qui revient comme ça. En fait, ils se rendent compte que c'est un peu absurde et ils se disent on n'a pas l'habitude de ce genre de cas. Donc, ouais, c'est une situation très exceptionnelle quand même, et particulièrement au cœur du film, parce que c'est une séparation volontaire, mais d'une mère où en plus il n'y a plus de père qui laisse ses enfants à sa sœur. Donc c'est pas juste une personne qui disparaît, mais parce que c'est ça aussi, il fallait que le film... Moi je voulais pas faire un film sur les disparitions volontaires. C'est pas un prétexte, mais c'est un point de départ, et ensuite... C'est un film qui parle de famille et de liens. En fait, quand même, quand je parlais de parentalité imposée, on a aussi cette femme qui va devoir devenir une mère un peu de substitution alors qu'elle voulait pas l'être. Est-ce que tu avais aussi envie d'aller chercher cette parentalité non voulue au départ et qui du coup est imposée ? Oui, pour moi, c'est vraiment un film sur une autre forme de parentalité aussi, parce qu'elle devient pas leur mère, justement parce que leur mère n'est pas morte, mais elle devient leur tante, et c'est comment on fait famille sans figure paternelle ni maternelle, et ça m'intéressait, parce que la famille nucléaire, elle est beaucoup représentée au cinéma, et c'est un schéma très traditionnel qu'on nous présente souvent, et moi qui suis une personne queer, qui a besoin de représentations différentes, je me dis que c'est chouette aussi de représenter des familles qui se font autrement, et qui ne répondent pas justement à ces schémas-là, et en fait qui concernent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, mais même une famille monoparentale, elle est
différente en soi de la famille traditionnelle qu'on nous représente souvent. Et même si elle est peut-être un peu plus représentée, mais c'est ça, là, le film, c'est au-delà d'une famille monoparentale, c'est une famille sans mère ni père. Donc c'est une famille qui compose en étant une tante, en étant figure d'autorité parentale, en trouvant cette place qu'elle ne voulait pas trouver. Et c'est un parcours de personnage qui m'était cher et que j'avais envie de représenter parce que je crois que beaucoup de gens, en fait, c'est pas qu'on soit face à une disparition volontaire ou pas. Beaucoup de gens se retrouvent à la charge d'enfants qui ne sont pas les leurs parce qu'un deuil, parce qu'une disparition, parce qu'un souci. Et ces familles, elles existent et je pense que c'est important de les représenter et d'en parler aussi. Complètement. D'ailleurs, on a fait du micro-trottoir pour parler du sujet de Faire famille, qui est le sujet, le cycle thématique là, du Poitiers Film Festival de 2025. Et il y a une jeune qui nous a dit justement, moi je trouve ça super parce que peut-être qu'il y a du public qui va venir et qui est dans une situation familiale qui n'est pas habituelle et il va se retrouver dans ces films. C'est ça aussi qui est important le cinéma. C'est à ça que ça sert aussi. Ouais, c'est hyper important. Le cinéma, ça doit être un espace de réconfort, de représentation, de sécurité. Pas tout le temps, évidemment, quand on va voir un film d'horreur, on ne cherche pas la sécurité. Et encore si on cherche à être en sécurité face aux horreurs que vivent ces gens. Mais je crois que c'est important de se sentir bien face à un film, ou en tout cas qu'un film nous fasse nous sentir un peu mieux, d'une certaine façon. Moi, je me suis surprise à un moment à presque ne plus vouloir que la mère biologique revienne parce qu'on sent une espèce de stabilité qui arrive et je me suis un peu sentie coupable de ne pas vouloir que cette mère revienne. Donc il y a une ambivalence aussi tout le long du film, c'est-à-dire qu'au début on veut qu'elle revienne, en fait plus vraiment, enfin on est... Ah bah tant mieux, ça je suis content. Ça c'était vraiment une envie aussi, c'est que voilà, je voulais qu'on navigue à vue et que nos sentiments changent et évoluent avec les personnages, mais est-ce qu'elle revient ou pas? Ça, on le réserve aux spectateurs. Complètement. Mais effectivement, je pense que c'est pas vraiment la question. Qu'elle revienne ou pas, de toute façon, le film, c'est pas un film d'enquête, c'est un film d'enquête avorté, puisqu'on lui dit qu'on ne la cherchera pas, car c'est une majeure qui a choisi de disparaître. Donc c'est un film d'enquête sans enquête. C'est un film sur cette famille qui tente de se construire et effectivement qui sera menacée par un retour ou apaisée par un retour, mais c'est des questions que soulève le film aussi. Mais je trouve que les lumières du film, elles sont aussi importantes. Selon moi, il y a des lumières plutôt froides au départ. Et dès qu'il y a une forme de stabilité qui arrive, on a des lumières un peu plus chaudes qui se retrouvent. En fait, c'est que surtout que l'intérieur est très ouaté et très chaud. Et c'est vrai que c'est des scènes qui concernent plutôt la maison et on est de plus en plus au sein de ce foyer, donc je pense que c'est de là que vient ce ressenti. Et l'extérieur, effectivement, on est plutôt fort parce qu'on a essayé de reproduire une émulation d'un 35 mm avec lesquels on avait filmé les essais, et le 35 mm de cette pellicule était plutôt froid par nature, donc en fait ça vient de là. Et puis j'aimais l'idée que le film soit composé que de marron, de gris et de bleu foncé, donc il y a vraiment une unité de couleurs qui fait que c'est des couleurs qui sont plutôt automnales et plutôt froides aussi. C'est pour ça que tu as ce ressenti là. Ok, génial, merci pour l'explication. Et on va terminer par une dernière question. Donc là ça y est, il sort le film Les enfants vont bien le 3 décembre. Oui, ça y est. Dans quelques jours. Il est passé un peu partout en avant-première. C'est quoi le retour du public? Il est chouette le retour du public, les gens sont très émus par le film. On a pas mal de gens qui pleurent quand on revient dans la salle à la fin pour les débats. Ça fait très plaisir. Puis il y a une sorte d'échange, il y a un truc très sain, très safe. Ça me touche beaucoup de rencontrer les spectateurs. On a des gens dont les proches sont partis, qui se sentent épaulés par le film, et j'ai même une spectatrice qui était une disparue qui m'a dit moi je suis une disparue, je suis partie et je me sens pas jugée par ce film, donc merci. Et c'était très troublant mais très émouvant. Je suis content, les gens, j'ai l'impression qu'ils comprennent le film et qu'ils le reçoivent comme il faut, et ça me fait plaisir. Comme tu l'as imaginé en fait. Comme je l'ai imaginé. Génial. Écoute Nathan, je pense que tu as une belle carrière devant toi et j'ai hâte de voir ton prochain long métrage. J'espère qu'on s'en reparlera d'ici 2-3 ans à Poitiers ou ailleurs. Exactement, sur Quartier Libre. Sur Quartier Libre. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Nathan.